sur Twitter sur use case driven parce que je suis un peu obsédé par les usages. Je considère qu'on commence à sauter très très vite et trop tôt sur l'espace de la solution, bien souvent alors qu'on n'a pas compris le problème. Alors, on va commencer par une question. Pour vous, c'est quoi faire du logiciel? Pour vous, donc il n'y a pas de question piège. Hein. Personne qui voudra... C'est pas ça. Quelqu'un a une idée? Ouais? Répondre à un besoin? Ouais, j'aime bien ça. Une autre proposition? Ouais? Solutionner une problématique. Écoute, moi j'aime bien. Parce qu'effectivement, souvent, on se focalise pas mal sur le pourquoi, sur les principes, le TDD, le DDD, refactoring, solide, tout ça. Mais en fait, pour moi, même si j'adore la technique, alors coder, pour moi, ce ne sont que des moyens. Et la fin ultime, pour moi, c'est d'aider les gens à résoudre leurs problèmes, en fait. C'est la seule fin qui vaille de mon point de vue. D'où mon intérêt pour le domaine driven design, notamment, dont certains ont parlé. Un autre petit sondage. Qui a commencé sa carrière dans une ESN, une SS2I, société de service? Est-ce que vous pouvez garder la main levée? Super. Donc là, on est à peu près 50-60%. Qui, le premier jour, s'est fait placer en tant qu'expert d'une techno qu'il ne connaissait même pas, qui découvrait le lendemain? Un peu moins, mais on est 30%? 40%? Ouais, ok. Bon, moi, c'était mon cas. Hein. J'ai été vendu expert tout de suite sur un truc que je ne connaissais pas. La conséquence, c'est que très très vite, mon obsession, c'était de ne pas me faire gauler, en fait. Donc, en gros, une grosse partie de mon énergie passait dans le fait de ne pas me faire gauler, parce que j'allais me faire engueuler par le client, par la société de service, voilà quoi. Donc, syndrome de l'imposteur, mais bien. Hein. Bien à fond. Quand j'entendais un nouveau terme dans la journée, le soir même, j'essayais d'aller dans mes bouquins ou sur... Bon, il y avait Internet, hein, c'était il y a 20 ans, mais il ne faut pas déconner quand même, il y avait quand même Internet. À regarder, à essayer de rattraper mon retard. C'est quoi cet acronyme? C'est quoi tout ça, quoi? Donc j'avais une sorte de soif d'apprendre. Donc c'est comme ça que j'ai appris beaucoup de choses. Sur comment fonctionne un protocole réseau, c'est quoi un cluster, c'est quoi une base de données, ça marche comment les index, parce que j'avais une sorte de soif de découvrir et j'avais pas envie de me faire prendre en porte-à-faux à l'époque. Comment fonctionne un OS, etc. Donc vraiment. Alors cette boulimie d'apprentissage, elle ne m'a pas quitté depuis, même si j'ai changé le driver. Même si maintenant, mon objectif, c'est pas de pas me faire gauler. Mais à l'époque, c'était vraiment ça. Alors, c'était super pratique parce que j'ai appris plein de trucs, mais par contre, question maturité, déjà j'étais très centré sur moi-même, parce que mon obsession c'était pas me faire avoir. Hein. Du coup, un peu moins sur les autres. Et pire, je voulais faire illusion sur ce que je savais pas. C'est-à-dire que je passais mon temps à mitonner, quoi. En ne disant pas les choses, mais voilà, je bufferisais, tac, ils ont dit ça à la réunion, cet après-midi ou ce soir, il faut que je m'en rattrape, il faut que... Alors le fait de faire illusion, plus le fait que ça se passe bien avec les collègues, avec les clients, etc., fait qu'on me confie de plus en plus de responsabilités. Et donc, je passe de régie, plusieurs régies, forfaits. On me confie un peu les clés du camion sur certains forfaits. Alors, ça se passe bien, mais j'étais quand même... À chaque fois qu'il fallait faire une estimation, j'étais 2-3 fois en dessous, hein, systématiquement. Et je continuais toujours à redonner les mêmes estimations optimistes. Donc, du coup, c'est vrai qu'à l'exécution, ça posait quelques petits soucis. Bon... Le niveau technique des projets augmente petit à petit, hein, ça doit être la 3e année ou la 4e année. Et un jour, je commençais à être un peu fatigué de faire de la gestion de projet. Je ne savais pas si c'est parce que j'aimais pas ça ou si parce qu'il me manquait des bases théoriques, mais voilà. Et donc on me propose d'aller en régie chez un des géants de l'énergie, du transport à l'époque, pour faire un intranet. Donc c'était m'insérer dans une équipe existante de ma société de service, où il y avait un chef de projet qui était super, et puis un tech lead dont on m'avait vanté vraiment les mérites. M'a dit c'est un tueur. Ce type-là, il maîtrise tout sur tout. Il est super fort, il a des idées de dingue. Tu vas apprendre beaucoup à son contact. Super, moi j'ai toujours envie d'apprendre. Ok. Par contre, le syndrome de l'imposteur, là, il m'est revenu x15. Parce que effectivement, alors à l'époque, on faisait
C'était une technologie, c'était pour faire un intranet, c'était une sorte, il n'y avait pas de SharePoint, il n'y avait pas de trucs comme ça dans les entreprises, donc certains grands groupes faisaient leur propre intranet sur ce modèle-là, et on faisait des extensions de serveurs en C++. Donc moi, j'avais pas vraiment fait de C++ à la fac, j'avais fait beaucoup de C, mais pas vraiment C++. Du coup, la barre était assez élevée pour apprendre ça, quoi. Donc c'était style de programmation. Il y avait des templates, des ATL, il y avait des événements comme plus, il y avait tout un tas de trucs. Donc la marche, on va dire, technique, elle était assez importante. Et puis, on me confie un projet qui est de faire un moteur de recherche. Donc imaginez l'intranet, on dépose des documents dans des répertoires sur le serveur web. Et on avait des contraintes, hein, notamment une de ces contraintes, c'est que tout le système de droit était fait dans un annuaire LDAP à côté. Et donc, en gros, pour chaque document, pour chaque répertoire, plus exactement, il y avait des droits qui étaient positionnés sur l'annuaire LDAP. Donc, quand vous vouliez faire un moteur de recherche documentaire, ce qui était clé, c'est que certaines personnes n'aient pas accès à certains documents. Donc, on voulait un truc qui soit rendu top à la Google. Vous tapez 2-3 mots et tout d'un coup, la liste, elle est hyper dynamique, ça bouge très vite, mais tout en respectant l'histoire de droit. Donc, à l'époque, à chaque fois qu'on faisait une recherche, on avait très rapidement la liste de tous les documents. Mais après, il fallait filtrer avec les droits. Ça veut dire quasiment pour chaque document ou chaque répertoire d'aller regarder dans l'annuaire LDAP. Je vous laisse imaginer en termes d'IO, le nombre d'allers-retours, des requêtes LDAP qu'il fallait faire, etc. Donc ça ne marchait pas du tout au début. Et donc je propose le fait qu'on fasse un cache de moteur de recherche, en fait, qu'on cache les droits des répertoires en mémoire dans le serveur web. Au fur et à mesure que les requêtes arrivent, le cache augmente. On a des événements comme plus qui font qu'à chaque fois que quelqu'un change des droits sur un répertoire, on notifie, on invalide le cache, etc. Et donc voilà, donc je pars sur ce truc-là, alors que ça faisait que peut-être 4 mois que je faisais du C++ pour le boulot, quoi. Et là, le niveau est assez élevé. Et moi, je suis victime un peu de ma posture de « oui, tout va bien ». Donc le tech lead me demande régulièrement ça va, t'en es où ça se passe bien, ton truc j'ai l'impression que t'avances pas et tout. Et puis moi, si. C'est chaud, hein. C'est chaud quand même, mais si, ça avance. Et en fait, ça avance pas du tout. Je fais des horaires de débile. Je dois faire 12 à 13 heures au boulot par jour, avec 1 heure de transport pour aller, 1 heure... J'ai une vie de merde à ce moment-là. Ma chérie m'en veut beaucoup. Et surtout, je stresse. C'est-à-dire que... mais j'ai l'impression de ne faire qu'accumuler du retard sur tout ce que je fais en permanence. Et comme en plus on me demande en plus de gérer du run en parallèle sur d'autres sujets, du coup je m'en sors pas. Je m'en sors pas, mais je me dis, ce directeur technique il était assez cassant, il avait une façon de parler un peu très directe et très cassante, puis très ironique. Donc il disait, ouais, mais tu vas pas t'en sortir. Alors, non seulement il disait que j'allais pas m'en sortir, mais il proposait pas de m'aider. Il me demandait juste où tu en es, avec un petit sourire en coin. En fait, ça allait pas. En fait, ça allait clairement pas. J'ai mes amis, j'ai ma chérie et puis des copains qui me disent mais qu'est-ce qui se passe quoi? On ne voit plus. Tu fais que boulot. À l'époque, oui, je vivais boulot, je mangeais boulot, je faisais tout boulot quoi. J'étais obsédé par ce que je devais faire et par cette tâche qui me paraissait très très compliquée, mais atteignable quand même. Et puis, plus j'étais mal, plus le tech lead était bien. Une sorte de truc où le soir, en partant, lui, il disait t'en es où Thomas alors, ton moteur de recherche, on le verra demain ou bien et en fait, plus moi j'étais mal, plus il disait il avait l'air bien, et puis il disait bon, salut, hein, bonne soirée et tout. Alors, j'étais pas le seul, le chef de projet avec qui j'étais à l'époque, qui est devenu un des gros briscards du circuit des confs, que je ne citerai pas, et qui lui était cool, et qui l'est toujours, on a vécu des moments un peu compliqués. Mais moi, je m'étais dans une posture de putain, je vais lui montrer que toute cette ironie, cette morgue, le truc qui me balance en pleine gueule depuis le début, parce qu'il ne croit pas que je vais y arriver, il va voir, je vais y arriver. Donc je me suis accroché, dur comme fer. Je vais lui montrer que je suis capable. Bon, alors j'ai réussi à réaliser avec 3 semaines de retard, ce qui finalement, pour moi, c'était catastrophique. Chaque jour qui passait, c'était catastrophique, mais finalement, 3 semaines par rapport à un projet d'1 an, bon, ça allait, quoi. Mais en sortant là, je me suis dit, bon, il faut que je fasse une pause, voilà, j'arrête. Je fais une pause, parce que là, je sais pas ce qui s'est passé, mais ça va pas bien, quoi. Donc,
Alors j'ai fait une pause. Ça tombait bien parce que la société de service pour laquelle je bossais était en déclaration de cessation de paiement. Donc tribunal administratif, etc. Donc bon, ça m'a aidé à me barrer et à essayer de réfléchir à ce que je voulais faire. Puis à l'époque, je voulais... Il y avait une question qui me hantait, c'était est-ce que la gestion de projet, ça m'a pas plu parce qu'il manque des bases, il manque une théorie, des fondements solides, parce que j'avais jamais appris ça à la fac, hein, la gestion de projet, ou est-ce que c'est vraiment un truc qui me plaît pas. Donc je me suis inscrit dans une formation en gestion de projet, et là, en fait, je suis tombé sur, par hasard, l'extreme programming. En fait, dans cette formation, il y avait un des profs qui était dément, qui était indépendant, mais qui donnait des cours ici ou là sur des organismes de formation, et qui nous a parlé de ça. Alors c'était marrant, parce que le matin, il y avait un mec qui nous parlait de Meurize. Donc déjà, c'était loin de Meurize, hein, donc déjà, c'était chelou. Et l'après-midi, tu avais ce mec-là, Jean-Baptiste Defard, qui lui disait, mais écoutez pas, tous les profs, ce que vous avez vu ce matin, là, ça sert à rien, les écoutez pas, en fait, c'est pas comme ça qu'on fait du soft. Et moi, je vous expliquais comment on fait donc des petites équipes extreme programming et comment ça marche, etc. Le TDD, le pair programming. Donc moi, ça m'a vachement plu tout de suite. Voilà, donc j'essaie d'en faire et je rejoins une société de service pour reprendre le taf après cette formation. En fait, je me suis rendu compte que c'était pas la gestion de projet, ça me faisait pas kiffer, les diagrammes de Gantt et puis tout le suivi de projet, vraiment, c'est pas mon truc. Et donc, que je veux plus me spécialiser sur un versant plutôt technique, voire architecture, enfin, plutôt cette route-là. Donc je recommence à bosser et je n'arrive pas à imposer mon envie de faire de l'extreme programming dans la société de service pour laquelle je suis. Que ce soit pour les clients, les missions, c'est des trucs un peu old school. C'était un vendeur de viande à l'époque, gros vendeur de viande. Et donc on crée à l'époque une communauté d'usines de dev. Donc c'était il y a longtemps, c'était en 2002 je crois, 2001, 2002. Donc à l'époque, nos problématiques, c'était comment vendre le fait de faire une usine de dev et comment le déployer, etc. Bref. Mais extreme programming, ça passe pas. Et puis un jour, il y a un commercial qui passe, qui vient d'arriver dans la boîte et qui dit « En fait, c'est toi qui aimerais bien faire l'extreme programming ?» Ouais, il y a un de nos clients, une grosse banque d'investissement qui cherche quelqu'un depuis longtemps pour faire l'extreme programming. Tu connais .NET ? Ouais. Tu veux faire de l'extreme programming ? Vas-y, envoie. Donc en gros, je passe un entretien. J'arrive dans cette grande banque d'investissement un peu par hasard. J'avais pas choisi, j'avais jamais prévu d'aller dans la finance, encore moins pour une banque. Et je passe un entretien d'embauche qui est ouf. C'est 1h30 d'essorage technique. Alors pour la petite histoire, c'est Bruno Boucard, mon associé actuel, qui m'a fait passer ce premier entretien technique avec un autre gars. Il y avait good cop, bad cop. Hein. Et on se faisait essorer techniquement, ça marche comment un serveur web, ça marche comment l'OS, une requête HTTP qui arrive, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les protocoles, et puis après jusqu'à aller dans le code, etc. Donc c'était vraiment assez... J'avais jamais eu un entretien aussi poussé, et je me suis dit, tiens, ils ont l'air d'être très exigeants ici, c'est cool, je vais peut-être continuer à apprendre des trucs. La plupart des gens qui bossaient dans cette boîte, à l'époque, je lisais leurs bouquins ou leurs blogs, enfin j'étais... Donc quand je suis arrivé, j'ai trouvé ça super, mais... Le syndrome de l'imposteur, il m'est revenu, encore une fois, bien fort, bien au galop. Au final, je suis resté 12 ans. Donc, j'ai appris plein de trucs très différents. C'est là où j'ai découvert la programmation faible latence. En gros, ça veut dire faire des systèmes qui, entre 1 à 5 millisecondes, entrée-sortie de la banque et sortie de la banque, qui doivent faire des traitements, calculer des prix, appliquer des marges, faire des choses. C'est là où j'ai appris la programmation réactive, le C++, le multithreading. Vraiment, c'était bien avec des collègues géniaux. Donc, je me suis amusé comme un petit fou. Et puis, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'étais pas plus mauvais que la moyenne, quoi, voire que ça me plaisait bien. Donc, je devais peut-être être la seule personne contente d'aller à la Défense, parce que c'était à la Défense. C'est un truc, pour ceux qui ne l'ont jamais vécu, c'est tout gris, c'est horrible. C'est comme une dystopie, quoi, mais urbanisée. Et donc, je devais être le seul, vraiment, parce que j'avais des collègues cool et que je travaillais sur des projets incroyables, et techniquement et fonctionnellement. Et puis un jour, c'est Koh-Lanta. Alors un jour, il y avait deux parties. Il y avait la partie action, dérivée, action, c'était sur la partie banque d'investissement.
Ça, c'était les top guns, c'était les winners, c'était les gens en jaune. Puis il y avait la partie taux, dérivés de taux, on était les paysans, quoi. C'était une branche qui était vachement moins valorisée et considérée, on va dire, par rapport à la salle de marché. Ils se rendent compte que la banque, elle est organisée en silos de produits. Donc, c'est des machines à faire des produits avec des baronnies de trading qui s'occupent des produits de taux, des produits de change, des produits d'actions, des produits... Mais il n'y a pas d'approche orientée client. Donc là, l'idée, c'est de donner les pouvoirs aux gens qui sont les pires ennemis de ceux qui l'avaient à l'époque, qui étaient les traders, c'est les sales. C'est donner le pouvoir des traders et les fouiller aux commerciaux en disant maintenant, guichet unique, le client ne doit pas voir qu'on est organisé comme ça en silo par type de produit financier. Et voilà, hein, vous donnez ce que les sales demandent, vous le faites. Et puis, donc ça nécessitait beaucoup de restructuration en termes d'architecture, en termes d'organisation, côté IT, parce que l'IT s'alignait... avec le métier, et on me demande de faire des études. Pour savoir... Alors, il faut imaginer... Alors, je connais pas bien Koh-Lanta, mais il faut imaginer, c'est comme si toute la famille de l'animateur, là, Denis Brognard, était dans l'équipe jaune. Donc, en gros, tous les managers, les machins, etc., c'est ceux qui viennent de la partie championne du monde, et qui... Et donc on demande de temps en temps à des mecs comme moi qui venaient de l'autre bord, si tu peux faire quelques études pour savoir quelle brique on va garder, c'est-à-dire quelle brique de pricing on va garder, est-ce qu'on prend celle des jaunes ou celle des rouges. Bon, et puis voilà, même quand on donne un avis, finalement c'est souvent la brique des jaunes qui l'emporte. Mais alors, moi c'était un peu frustrant à l'époque, mais par contre ce que j'ai appris beaucoup, enfin ce qui a été intéressant, c'est que j'ai vu tous les métiers de la banque d'investissement à ce moment-là. C'est-à-dire que j'ai eu une posture un peu transversale, et donc j'ai pu voir à la fois tous les métiers et avoir accès aussi à des gens auxquels j'avais pas du tout accès jusqu'alors. Donc avoir d'autres, voilà, avoir accès au business et me rendre compte de ce que ça fait quand on a un accès direct aux besoins. Alors, on me demande aussi de gérer une équipe de dev transverse qui gérait des librairies et des frameworks. Alors, comme j'avais travaillé pas mal sur des librairies, et que j'ai détesté faire les choses plusieurs fois, etc., j'avais packagé pas mal de librairies avec des collègues. Et du coup, on me dit, tiens, tu vas prendre la tête d'une équipe transverse de 8 barbus, mais très bons techniquement, pour gérer ces librairies transverses. Donc là, j'ai un quotidien génial parce qu'il n'y a que des gens que j'apprécie, c'est des discussions de design, d'architecture, vraiment génial. Mais je fais quand même, je cours à droite à gauche parce que une moitié de mes journées, c'est en tant qu'architecte transverse qui fait des études sur le truc et qui parle au métier et tout. Et puis l'autre, il y a du run hein, quand même et des choses à gérer avec une équipe. Bon, c'est génial, c'est valorisant, je me sens bien, mais en fait, en vrai, je m'épuise. Alors, comme j'ai déjà fait un burn-out il y a 5-6 ans, j'allais quand même pas remettre ça. Hein. En fait, je m'en suis rendu compte un soir, je dîne avec mon meilleur pote, et puis on est en train de boire un verre dans un bar, et puis je lui raconte un peu tout ça. Il me dit, pourquoi on ne te voit plus? C'est quand même chiant. C'est chiant ton taf, là. T'es plus dispo. T'as pas... Et en fait, à ce moment-là, il me dit un truc que je sais, mais un truc que je ne veux pas entendre. Un truc que je refuse d'admettre depuis longtemps, mais en gros, il me dit, Thomas, toi, ton problème, c'est que tu ne sais pas dire non. Tu sais pas dire non, tu veux faire plaisir à tout le monde, on te demande un truc, tu le fais, t'as beau être pressé, avoir un backlog comme ça, si on te sollicite et qu'on te parle gentiment, tu vas vouloir aider, et puis tu vas aussi vouloir montrer à tous ces polytechniciens, ou à tout, parce que moi je suis plutôt, je suis pas du sérail, quoi, on va dire, plutôt autodidacte, à la fac, à part la belote coinchée de la musique, l'informatique, si, quand j'ai eu accès à l'informatique, là je me suis éclaté, mais tout le reste... J'ai un peu passé mon tour, on va dire, à la fac. Donc, c'est comme si tu voulais vraiment faire 2 fois plus de boulot pour montrer à ces gens-là qu'ils n'ont pas de raison de te snober ou de te prendre pour un con ou de pas te faire confiance, quoi. Donc, ce truc-là, c'est un peu sans fin. T'es dans un piège, un peu comme un hamster là, qui tourne dans sa cage là, et qui marche à tous les coups sur ce genre de truc. Donc, il me dit, franchement, tu devrais t'arrêter. Ah ouais, ouais, en fait, je sais qu'il a raison, mais il a tellement fait mouche ce soir-là, ou peut-être l'effet de l'alcool, je sais pas. J'ai plein d'idées, ça fuse dans ma tête, et là, j'ai qu'une envie, c'est de le laisser et d'aller réfléchir. Alors, je sais pas pour vous, mais moi, quand j'ai besoin de réfléchir, souvent marcher, ça m'aide.
Donc j'ai fait les 10 stations de métro à pied, il pleuvait, je m'en foutais, j'étais en train de réfléchir, quoi, comme ça. Et puis j'avais envie de prendre du recul par rapport à ce qu'il m'avait dit, et puis comment je pouvais l'actionner. En fait, c'est vrai, j'étais bel et bien la seule personne qui se mettait toute seule dans la merde sur une grosse partie de ce qui m'arrivait. Alors j'ai réfléchi pas mal, et là je me suis rendu compte, alors souvent le matin, au lieu d'écouter ma musique ou de lire des bouquins, etc., je me mettais un casque pour m'isoler, et puis j'essayais de réfléchir à ça, quoi, à refaire un peu la rétrospective de ces dernières années. Et je me rendais compte que j'étais comme Sisyphe, qui refaisait encore et encore et encore les mêmes erreurs tous les jours. Vous savez, Sisyphe, c'est cette personne dans la mythologie ancienne, grecque, qui pousse la pierre jusqu'en haut de la montagne, et puis la pierre retombe toutes les nuits, et tous les matins, il refait la même chose. Donc j'étais en train de faire ça, mais à mon niveau, c'est-à-dire en recommettant à chaque fois les mêmes erreurs, de ne pas savoir dire non, notamment. Alors ça a été l'occasion pour moi de repenser à tout ça, à repenser à mon burn-out, et puis à passer au passé, et à me dire, tiens, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Le syndrome de l'imposteur, déjà. Bon, on l'a tous vécu, mais moi dans mon cas, c'était un peu maladif, parce que j'avais un besoin de le cacher. Je voulais pas que ça se sache. Donc ça avait un impact trop important sur ma relation avec les autres. C'est-à-dire que le fait de mitonner comme ça, et puis d'esquiver, et puis de penser à pas me faire gauler, je veux dire, ça me permettait pas d'être à l'écoute des autres. J'étais trop centré sur moi. Après, j'ai repensé à la relation avec le tech lead. Alors le niveau technique était élevé, c'est sûr, la pression était incroyable, mais il était quand même sacrément toxique avec nous. Alors ça a été confirmé par cette autre personne que je continue de voir de temps en temps dans les confs, qui a vécu exactement la même chose. Le mec était très lunatique, passif-agressif, méprisant, et alors avec moi et mon profil, c'était du caviar, quoi. Tous les soirs, il nous laissait avec des pics, et puis à nous rabaisser, et moi j'avais qu'une envie, c'est de montrer que j'allais m'en sortir, mais je m'enfonçais. Et lui il disait, oh, comme d'habitude, je vais devoir arriver à la fin et tout sauver, et bon, je me sacrifierais, mais voilà, quoi. En fait, en vrai, on était ses marionnettes. Il savait comment nous manipuler. Moi, j'étais prisonnier de mon rôle de tout va bien, comme un débile. Donc, tu me prends pour un con, je vais te surprendre. C'est un jeu pervers et sans fin. L'autre truc, c'est toutes ces études en parallèle. Pareil, quand il y a eu ce Koh-Lanta, là, et qu'on m'a demandé de faire plein d'études, bah, c'était tellement intéressant de voir le métier et d'avoir accès au métier que j'acceptais tout. J'avais une pile de trucs à faire incroyables. Et j'acceptais tout le temps. Donc, en gros... Moi, je voulais leur montrer qu'on pouvait me faire confiance. Voilà, j'avais cette envie. Alors, vous savez, quand tout est urgent ou important, rien n'est urgent et rien n'est important. Donc, à la fin, je pense que j'étais plus capable de discerner quoi que ce soit. Et puis surtout, ce truc d'avoir accepté ce double boulot pendant presque 1 an. Alors, le truc qu'on m'avait dit, ouais, on a besoin de toi pour l'équipe transverse, ça va durer 3 mois. Tu set up, tu lances l'équipe, et puis après quelqu'un viendra, sera remplacé. En fait, c'était bon, ils n'avaient pas prévu de le remplacer tout de suite, donc ils m'avaient mitonné. Mais en plus, moi, ça me plaisait. Donc ce double quotidien était très chargé, mais tout ce que je faisais me faisait kiffer. Sauf que j'étais en train de reprendre l'eau. Alors on a beau le savoir. Le Chaos Report a beau nous le dire chaque année, depuis plus de 20 ans, je crois. Chaos Report, je ne sais pas si vous voyez, c'est ce rapport annuel de à quel point les projets informatiques foirent dans le monde et globalement. Le Mythical Man Month, le bouquin, le dit depuis longtemps aussi. Les vrais problèmes sur nos projets IT ne sont pas techniques. C'est ça le truc. Franchement, à part une fois où j'étais confronté à un problème technique, vraiment, on est confronté de temps en temps à des problèmes techniques, à des trucs à troubleshooter, à bug fixer, à diagnostiquer qui sont chauds, mais grosso modo, si on en est là, dans la plupart des cas, c'est pour d'autres raisons. Des problèmes de communication, des problèmes de relations avec les autres. Donc, il me semble important, alors il m'a semblé important à ce moment-là, mais il me semble important premièrement de comprendre soi, comment on fonctionne, et les autres. Et l'impact qu'on a mutuellement. Donc moi, comment j'étais et comment je fonctionnais, et quel était l'impact sur mon quotidien avec mes collègues. Deuxième truc, c'est d'arriver à s'émanciper soi-même, à se libérer d'un état de dépendance. Alors attention, hein, je dis pas que j'ai dit que nos vrais problèmes ne sont pas techniques, ça ne veut pas dire que j'aime pas la technique ou je ne considère pas qu'elle soit importante. Par exemple, pour moi, la technique, c'est plus, et que j'adore aussi, c'est plus comme un prérequis pour pouvoir consacrer mon esprit à autre chose. Un prérequis indispensable pour avoir les idées claires.
La première fois que vous avez conduit, pour celles et ceux qui ont conduit une voiture, la première fois que vous avez conduit, vous vous imaginez, vous vous rappelez le nombre de détails que vous deviez avoir à l'esprit. Changer les vitesses, le rétro, les clignots, enfin, il y avait tout un tas de choses à chaque fois, là, vraiment les toutes premières fois. Tous ces détails nous assaillent et il faut arriver à gérer le truc. Quand on fait ça, on n'est pas vraiment concentré sur la route. On est plus concentré sur son pied, sur l'embrayage et tout. Ben, avec le dev, c'est pareil. Si on maîtrise pas son idée, si on maîtrise pas quelques techniques pour s'en sortir, en tout cas moi, c'était mon cas au début, mon esprit était vraiment concentré à essayer d'apprendre à maîtriser ça. Et donc j'écoutais moins les autres et j'étais moins à l'écoute, notamment des gens du métier et puis mes autres collègues. Tous ces détails nous envahissent et obscurcissent notre jugement. Alors ça, c'était un des échanges qu'on avait eu avec Johan Martinson, où j'avais dit, moi, maîtriser la technique, pour moi, c'est vraiment le prérequis pour aller vers les autres. Si je suis pas confortable sur mes fondations techniques, mes shortcuts IDE, ma relation avec le langage, avec les pratiques, je suis trop centré sur moi. Et donc, ce qui explique qu'au bout d'un moment, à force de s'entraîner, du coup, moi, j'ai réussi à aller un peu plus m'intéresser à d'autres choses, mais qui n'étaient pas du tout ma priorité quand j'ai commencé. Alors, quand on est prêt aussi, on peut aller chercher en renfort d'autres trucs. La psychologie en renfort, moi, c'est un sujet qui commence à m'intéresser de plus en plus, et pour lequel je trouve des applications assez importantes dans le taf. Alors déjà, c'est comprendre comment notre cerveau fonctionne, comment notre esprit fonctionne et est primordial. Donc ça, c'est les biais. Il y a tout un tas de biais. Alors c'est un peu écrit en petit, mais il y a le biais d'ancrage, par exemple. Ça, c'est très utilisé par les commerciaux, par les agents immobiliers. Un biais d'ancrage, c'est je te balance une info. Par exemple, un éditeur de logiciel vient essayer de nous vendre un produit. Ils nous disent voilà, c'est un super produit. Ça va vous régler tout un tas de trucs. C'est 1 million de licences. 1 million d'euros de licences. Sur je ne sais pas combien d'années. Donc là, on se regarde tous, 1 million, mais ils sont fous. On ne peut pas acheter un truc pareil. En fait, comme vous êtes sympa et que machin, etc., on peut vous le faire à 200 000. 200 000 euros par an de licence et machin. Ce truc-là, c'est un exemple un peu caricatural peut-être, mais le biais d'ancrage, c'est on est tellement impressionné par le premier chiffre donné que tout le reste nous paraît dérisoire, quoi. Alors qu'en fait, non. C'est pareil aussi pour les estimations. Hein. Les biais d'ancrage pour les estimations, ça marche aussi. Biais de confirmation, certains ont peut-être lu le bouquin de Daniel Kahneman, Thinking Fast and Slow, où en gros, lui et d'autres psychologues ont montré qu'en fait, on passe notre temps à renforcer nos biais de confirmation. Ce qui se passe dans notre cerveau, c'est qu'on a plein de stimuli qui nous arrivent, odorat, ouïe, etc., etc. Et en fait, on pattern match. On pattern match par rapport à un truc qu'on a déjà en tête, qu'on a déjà vécu, qu'on a déjà vu. Et c'est ça que notre cerveau fait en permanence. Ce qui fait qu'il y a des exemples d'images que vous voyez soit l'un, soit l'autre. Ça, c'est des cas où ça joue un peu avec notre capacité à pattern matcher et à faire des reconnaissances de formes et de concepts. L'effet Dunning-Kruger aussi, ça c'est quand on est... Alors moi j'étais victime de l'imposteur, du syndrome de l'imposteur. Dunning-Kruger, c'est un peu l'inverse, c'est quand on ne sait pas qu'on ne sait pas. On ne sait pas encore qu'on ne sait pas. Et plus on en apprend, plus on se rend compte qu'on ne sait pas grand-chose. Et donc au début, ça permet d'avoir certains choix, certaines décisions qui sont optimistes, quoi. L'effet de cadre, par exemple, aussi, ça c'est dans les négociations, ou pour poser des sujets ou des débats, l'effet de cadre, c'est la façon de poser la question va influencer directement la solution et l'espace des possibles. Bref, des biais, il y en a des vingtaines et des trentaines. Moi, je trouve ça assez intéressant d'en avoir conscience, parce que c'est un peu comme la Boétie et son principe, son discours de la servitude volontaire. Soyez résolus de ne servir plus et vous voilà libre. En fait, quand on arrive à discerner, à spotter et à comprendre ces mécanismes-là, qui déterminent notre façon de raisonner et d'être avec les autres, ça permet de s'en sortir. Pas tout le temps, c'est chaud, mais voilà. Et puis pour celles et ceux qui pensent que comme Sartre, l'enfer, c'est les autres, il y a d'autres techniques. Bon, ça c'est la communication non violente. Qui connaît la communication non violente ici? Ok, presque 50%. Marshall Rosenberg qui a inventé ça. Donc là, c'est un truc, par exemple, c'est mettre l'empathie au cœur de la relation avec l'autre. Donc là, il y a deux volets. Il y a le volet où je fais preuve d'empathie vis-à-vis de moi, avec une démarche en 4 étapes. C'est observation,
sentiment, besoin, demande. C'est les 4 étapes de ce qu'on doit formuler à l'autre. Donc là, ça pourrait être un truc qui dit, bah, tu vois, quand tu me dis que j'ai pas besoin de venir au meeting avec le métier cet après-midi, ça c'est observation, je me sens triste et j'ai un peu peur, ça serait plutôt le sentiment, parce que moi j'aspire à pouvoir être efficace sur ce projet et j'ai l'impression que bah, j'ai besoin de comprendre les enjeux pour être efficace. Donc ça c'est le besoin, et la demande c'est est-ce que tu veux bien s'il te plaît m'inclure au meeting avec le métier cet après-midi pour que je puisse être moins largué et plus efficace. Donc ça serait, on essaie de faire en sorte que l'autre fasse preuve d'empathie vis-à-vis de soi, de ses besoins, ses sentiments. L'autre version, c'est essayer de se mettre à la place de l'autre, un peu plus dur encore, et de dire, bah voilà, quand tu me dis que j'ai pas besoin de venir au meeting de ce matin avec le métier, est-ce que c'est parce que tu te sens, toi, stressé et inquiet? Donc ça, c'est le deuxième. Peut-être parce que tu as besoin d'être rassuré sur le fait qu'on va y arriver, malgré les délais très courts. Et la demande, ça serait, est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, reconsidérer ta position et m'inclure à ce meeting pour que je puisse être plus efficace à tes côtés et qu'on sécurise le projet sur les journées qui vont suivre. Ce serait une autre façon. Alors, vous le voyez, c'était un peu laborieux de mon côté. Moi, j'ai jamais vraiment réussi à l'appliquer, la CNV. Je trouve ça assez lourd comme dispositif. Mais par contre, de comprendre comment ça fonctionne et pourquoi ça peut marcher avec d'autres gens, ça me paraît intéressant. Parce que ouais, tous les modèles sont faux, certains sont utiles. Moi, j'ai préféré une autre approche, qui est celle de la NASA. Dans les années 60, la NASA avait un problème. Enfin, ils avaient un problème, ils l'ont toujours, je pense. C'est ils devaient envoyer, donc recruter les meilleurs des meilleurs sur tous les sujets, et de les envoyer, dont certains les envoyer dans l'espace. On se rend bien compte que, alors, les meilleurs des meilleurs, souvent, ils ont un ego bien costaud, et donc on s'imagine que bah, s'il y a des problèmes de communication et de relations entre les uns et les autres, ça peut coûter très très cher une embrouille, une baston dans l'espace ou une embrouille dans l'espace, ça peut coûter vraiment très cher. Donc ils avaient à cœur d'essayer de comprendre comment on fait en sorte pour qu'il y ait une intelligence collective et que ça se passe bien entre les uns et les autres. Donc ils ont financé les travaux d'un jeune psychologue américain qui s'appelait Toby Kebbler, qui était en train de faire sa thèse sur ça, qui était une extension de l'analyse transactionnelle. Et en fait, son truc, c'était process communication. Qui a déjà entendu parler de process communication? Ouais, 10%, 20%. Alors, c'est quoi process communication? C'est un autre modèle, mais un modèle que j'aime bien. Parce qu'il est suffisamment riche pour pas être manichéen, c'est pas le MBTI, mais il est quand même simple à actionner. En tout cas, plus simple pour moi que la CNV. Donc dans le modèle de process communication, chaque personne est il y a une métaphore d'un immeuble. On est un immeuble de 6 étages. La combinaison de ces étages est très différente et très spécifique aux uns et aux autres. Et on va avoir une base à soi, c'est notre point de départ, et c'est là où on sent, vraiment c'est notre pied d'appel, c'est là où on se sent à l'aise et bien. Et puis on va avoir une phase dans laquelle on se trouve actuellement. Dans ce modèle-là, dans une même journée, on va passer notre temps à osciller dans notre immeuble. Il y a une métaphore de l'ascenseur. On va passer notre temps à changer de registre. Alors il y a 6 caractéristiques, 6 typologies. Donc la première, c'est type empathique. Bon, pour le type empathique, on perçoit et on s'exprime via les émotions. Ah, qu'est-ce que je me sens bien dans cette conf. Franchement, BDX, à chaque fois que je viens, je me sens accueilli, c'est chouette. J'adore ce bureau. La plante verte, là, c'est génial. On va exprimer ses émotions sur ce canal-là. Travail au man, c'est autre chose. On perçoit la vie, on s'exprime avec des faits. Tout va être très factuel. Ce matin, quand je me suis levé à 6h45, je réfléchissais un peu au type de conférences qui marchent, et je me suis rendu compte que les conférences dont la keynote commençait à 8h marchaient bien souvent moins bien que les conférences dont la keynote commence à 9h. Et bon, l'exemple n'est pas dément, mais vous voyez, c'est le souci du détail, une pensée très analytique et des faits. Les faits, c'est tout ce qui compte. Le type rebelle, alors là, c'est autre chose. On perçoit, on s'exprime par des réactions. On veut obtenir des réactions des uns et des autres. Donc c'est beaucoup de trucs genre « Putain, elle est mortelle cette série » et tout. « Comment vous vous sentez? Ça va ?» C'est des trucs très... voilà quoi. On veut faire réagir l'autre et on veut obtenir de la réaction. Donc on va le chercher par tous les moyens. Putain, il est vraiment naze ce chef de projet, enfin ce genre de truc quoi. Le type rêveur perçoit, exprime dans le registre de l'imagination. Donc là, ça va être un profil plus réservé.
l'imagination plutôt en sens metteur en scène ou metteuse en scène, vous voyez. La dernière fois quand j'étais à Grenoble, j'imaginais être un aigle qui s'envolait là du sommet de la montagne et qui tombait dans les rues et qui prenait voilà, la rue un tel, qui tournait à droite. En gros, ce sont des gens qui vont arriver à se projeter et avoir un sens de l'imaginaire qui va être très très fertile et se projeter comme dans un film, avec beaucoup de métaphores qui s'expriment de cet ordre-là. Type persévérant, on en a beaucoup en informatique. Moi, je suis moi-même en phase persévérante en ce moment, d'après le modèle. On perçoit et on s'exprime avec ses opinions. Faire du logiciel, pour moi, c'est avant tout aider les autres à résoudre leurs problèmes. Point. Et mon opinion, c'est... voilà quoi. Donc, il va y avoir beaucoup d'opinions et tout va être exprimé sous ce registre-là. C'est important d'être sincère, c'est ça qui est important dans la vie, tu vois, ce genre de truc. Et enfin, le dernier type, il n'y en a pas beaucoup, je crois qu'il y en a 5, moins de 5% de la population française, d'après ceux qui ont fait des études là-dessus. Le promoteur perçoit et s'exprime par de l'action. Donc ça va être des... Putain, je me suis fait un programme, là je vais perdre 10 kilos en 2 mois, tous les matins je vais faire ceci, je vais faire cela. C'est des gens qui s'expriment dans l'action et qui veulent du mouvement. Dans une réunion, bon allez, on commence là, on y va, on fait un truc là, enfin voilà, ce genre de... C'est l'action qui prime pour ces gens-là. Alors bien entendu, on n'est jamais qu'un de ces trucs. Hein. Là c'est juste, en gros, une gamme, comme des notes de musique, hein, c'est une gamme qu'on va pouvoir utiliser ou pas. Chacun va avoir sa question existentielle. L'empathique, c'est suis-je aimable ? Donc on va tout faire pour faire plaisir aux autres et pour que les autres nous aiment bien. Le type travaillomètre, sa question existentielle, ça va être suis-je compétent ? Si je suis hyper pointu, etc., je montre ma compétence au travail notamment. Type rebelle, c'est suis-je acceptable ? On va aller pousser, faire des blagues, des machins pour aller voir jusqu'où les autres nous acceptent. Type rêveur, c'est suis-je voulu ? Donc là, je reste dans ma bulle et j'attends de voir si quelqu'un va me choisir pour l'équipe de foot. Et donc, en gros, est-ce que les gens vont venir me chercher ? Est-ce que je suis voulu ? Type persévérant, c'est suis-je digne de confiance ? Est-ce que mes valeurs, mes opinions justifient la personne que je suis et me rendent fiable ? Et puis les types rebelles, type promoteur, c'est suis-je vivant ? Est-ce qu'il se passe un truc ? Parce que la pire chose pour ce profil-là, c'est de ne pas bouger. Donc c'est un modèle qui est très dynamique, c'est ça qui me plaît bien. Vous voyez, il y a comme un ascenseur, donc on va passer dans la journée, on va passer notre temps à se balader dans différents registres qui vont nous constituer, parce qu'on est un ensemble de ce truc-là. ProcessCom, c'est pour communiquer avec les autres. Donc en gros, l'idée, ça veut dire de quoi ? Quand on va voir quelqu'un comme à droite qui va arriver, ici, alors c'est pas ma pyramide à gauche, hein, je le dis quand même, mais nous on est à gauche, on a cette pyramide-là. À droite, il y a quelqu'un qui est plutôt sur un registre empathique. Là, si je suis sur ma phase travaillomane, que je vais être très efficace pour communiquer avec cette personne, il va falloir que je prenne mon ascenseur, que je me mette au registre du type empathique, et pour communiquer avec cette personne-là, pour qu'il n'y ait pas de friction et que ça se passe bien. Donc là, on va être sur le type empathique. Voilà, je me sens bien sur ce projet et toi, j'ai l'impression que t'es pareil, t'es pas mal en ce moment, et puis ça va être le point de départ pour après avoir une discussion. Si en revanche c'est un type promoteur qui arrive en face de la personne qui a cette pyramide-là, vous voyez, promoteur, c'est en haut, il y a moins d'air. Hein. Pour monter, c'est possible, mais ça nous fait dépenser plus d'énergie. Donc là, je vais me hisser à son niveau pour communiquer sur un registre qui va être perçu et entendu correctement. Et enfin, type rêveur, là c'est l'exemple du dernier profil, dernier étage pour cette pyramide. Donc là, ça veut dire je peux monter en haut, mais ça va me dépenser une énergie mais incroyable. Donc au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais me fatiguer, je vais commencer à me crisper, à me tendre, et là je vais tomber dans ce qu'on appelle les drivers, c'est-à-dire que c'est la mécommunication. Ça va être des petits pics, ça va être tout un tas de trucs qui font que la communication elle va pas bien se passer. Et si ça se passe pas bien, pendant très longtemps, je vais me réfugier à un moment donné dans ma base, donc les mécanismes de stress de ma base. Et puis dès que ça ira un peu mieux, j'irai mieux et je pourrai retourner à ma phase et continuer. Voilà. Donc c'est tous les moments de stress qu'on a dans la vie qui peuvent... Stress sur le long terme, un stress intense sur le long terme, qu'est-ce que ça amène ? Ça amène ça. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ce film American Beauty. Dans ce film-là, l'acteur, Kevin Spacey, je crois, tout d'un coup, alors qu'il était père de famille, plutôt rangé des voitures, calme, etc., il commence à se mettre dans son garage, à faire de la muscu, à vouloir séduire des jeunes filles. Enfin, plus personne ne le reconnaît, ni sa femme, ni ses enfants, ni ses amis. Ce film-là illustre un changement de phase au sens modèle ProcessCom, c'est-à-dire
Une situation qui devait durer depuis longtemps, de stress intense de cette personne-là. Au bout d'un moment, quand on s'en sort pas, par exemple là je suis en stress intense sur ma base, ma phase c'est le 2e étage là, et ben, à un moment donné, je vais essayer d'aller chercher à un autre étage les moyens de me remplir ma vie et de me faire sentir bien. Et donc je vais changer de phase. Donc avant j'étais en phase travailloman, bah, après un stress intense, en général ça dure 3 ans, 2-3 ans de stress intense, et les personnes s'adaptent, et donc on passe à une autre phase. Et donc là, effectivement, ben, on peut ne pas être reconnu par nos proches, parce que ça peut être très différent. Donc voilà, ça c'est ProcessCom. Alors, plus trop de temps, mais ça m'a sauvé la vie avec un manager qui était mon N+2, qui était en Angleterre. C'était compliqué, parce que lui était en Angleterre et nous, on était à Paris. Et à un moment donné, il m'avait demandé de travailler sur un dossier. Je devais faire des slides, et on devait aller parler au COMEX. Donc, en tant que mon N+2, il voulait quand même vérifier que ce que je faisais était bien. Donc, la première fois, 3 jours avant qu'on aille au COMEX, c'était un dossier que je maîtrisais vraiment bien, mais je lui fais relire. Et là, il regarde, il dit c'est de la merde, c'est pas professionnel, on annule tout, on annule le COMEX, tu revois ta copie. Ok, je fais ça, je retravaille une semaine. On reprend rendez-vous, je reprends rendez-vous avec le COMEX, etc. pour un slot, pour pousser le dossier. Et là, pareil, 3 jours après, je le ressollicite. Enfin, 3 jours avant le COMEX, je ressollicite ce manager qui vient à Paris pour l'occasion. Et là, pareil, il lit à peine mon dossier, il me dit t'as rien compris, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Alors moi, au bout d'un moment, ça commence à me gaver, à me stresser, donc je refais les slides. J'ai dû faire ces slides pour aller présenter au COMEX une dizaine de fois. J'ai eu 10 versions de ce truc-là. Et à chaque fois, je me faisais jeter, mais pour rire. Et je comprenais pas. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'on était dans une sorte de deadlock. Alors j'ai ressorti le bouquin de ProcessCom que j'avais à l'époque, et essayé de me dire, tiens, qu'est-ce qui peut se passer? Et en ProcessCom, c'est dur de voir le profil des gens qu'on a en face de soi. C'est plus simple si on identifie les caractéristiques de leur stress. C'est-à-dire que quand on n'est pas bien, quoi. Et donc, en gros, j'ai regardé, j'ai vu, tiens, est-ce qu'il ne serait pas travailloman? C'est-à-dire, il était dans le surcontrôle, il me demandait de tout revoir, chaque ligne, chaque truc. Il surdétaillait, il pinaillait. OK. Et puis moi, avec ma base empathique, eh ben, je me adapté. Et plus je voulais m'adapter pour faire un truc qui lui plaise, et plus je me loupais. Et plus je mettais les pieds dans le tapis. Et donc, c'était une sorte de cercle vicieux qui faisait que je faisais même des erreurs que je n'avais pas l'habitude de commettre. Donc, on était en sorte de deadlock relationnel. Donc, je me suis dit, tiens, le ProcessCom, qu'est-ce qu'il dit? Les gens du type travailloman, ils ont besoin, 1, de structuration de leur temps, et 2, de reconnaissance pour leur travail. OK. Je vais prendre rendez-vous avec lui 1 semaine et demie avant le prochain COMEX. Parce qu'en fait, ce qui lui posait problème, c'était que je considère que j'avais suffisamment... 3 jours, c'était suffisant avant d'aller voir un COMEX pour que je corrige suite à ses remarques. Il trouvait ça inadmissible, déjà que considérait qu'il aurait pu être libre 3 jours avant le COMEX, parce qu'il était très occupé. Et donc voilà. Donc en gros, en l'aidant à structurer son temps, et quand je lui ai fait, c'était quasiment la même chose que la version 1 de la dernière fois, l'étude que je lui ai montrée. Au début, j'ai commencé par, écoute, bidule, j'ai préféré prendre plus de temps parce que je sais que tes retours vont être importants. Je m'en sors pas et je sais que tu as de l'expérience, tu as déjà fait ça dans d'autres boîtes. Donc là, j'aurai suffisamment de temps pour intégrer tes retours. Et là, vous me croyez ou vous ne croyez pas, il a même pas lu. Il y avait 15 slides, il a lu le premier. Il a ouvert comme ça, il m'a écouté, il dit non, c'est très bien. C'est très bien. Et il m'a rendu le slide, et là, on est passé au COMEX, et ça s'est bien passé. On était dans une impasse relationnelle. Donc ProcessCom, ça peut vous sauver au boulot, ça peut sauver aussi avec les chéris, ça peut sauver avec plein de trucs. On va conclure. Nos problèmes en IT, on ne le dira jamais assez, ne sont pas techniques. Ce sont des problèmes de communication, de collaboration, et en fait, comprendre soi-même comment fonctionne et comprendre les autres et l'impact que ça a, surtout, c'est primordial, c'est clé. Se libérer de certaines de ces contraintes, c'est un prérequis pour pouvoir aller voir les autres. Donc s'émanciper d'abord soi-même. Moi, j'avais résolu ce problème de ne pas savoir dire non pour pouvoir enfin aller vers les autres, et ça a changé ma vie. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous dire, équipez-vous, que ce soit la psychologie, la philosophie, la cuisine, enfin n'importe quelle source qui puisse vous aider à trouver des clés pour que ça se passe mieux en équipe, quoi, si vous travaillez en équipe. Merci beaucoup.
Pour celles et ceux qui auront envie de creuser, il y a des ressources. Comment leur dire? C'est le bouquin de Charignon, je crois. Non, comment il s'appelle? Collignon. Processcom, c'est assez lisible, c'est pas mal. Le bouquin de la CNV, de Rosenberg. Celui de Robelli, il est pas... Enfin, le mec est nul, il a juste volé des trucs qui étaient faits ailleurs, mais c'est une super compile. Voilà, c'est une super compile. Mais le mec, c'est un peu un escroc, si j'ai bien compris. Et puis, Lettre à Ménécée, d'Épicure. C'est un bouquin qui est, je sais pas, 15-20 pages. Ça peut changer une vie. Voilà. Je sais pas si on a le temps pour une question ou pas. Une ou deux questions. Une ou deux questions? Ouais, si vous en avez. Ouais, une question? Fabien, là-bas? Attends, parce qu'ils amènent le micro, je crois, pour l'enregistrement. Si, du coup, dans ces livres-là, c'est surtout des livres qui t'aident à te remettre en question. Et c'est super dur. Et du coup, il y a, je sais pas, il y a des moyens de faciliter l'introspection. Déjà, de prendre conscience de tous ces mécanismes, qu'ils soient biologiques, psychologiques, tout ça, ça permet déjà d'avoir suffisamment de recul pour se poser la question, est-ce que je suis mu par ça? Est-ce que j'ai l'impression de l'être ou pas? Et qu'est-ce que je peux changer? Qu'est-ce que je peux améliorer? Donc, oui, mais moi, ce qui m'a plu dans la Processcom, c'est que c'est très actionnable. Tu vois, quand dans mon quotidien de stress avec ce manager, je savais plus comment en sortir, j'ai sorti le bouquin, je dis ok, il me fait chier, il me pinaille, machin, ça, il y a un tableau simple avec comportement de stress, et ça m'a permis de trouver les clés, et vraiment, pour moi, c'était le truc magique. C'est là où je me suis dit, ce modèle, il me convient, et j'ai envie de continuer à l'exploiter au-delà, quoi, sur d'autres cas. Mais oui, c'est bien de prendre conscience de ces biais. Je pense que on le fait pas assez. On le fait d'autant pas assez parce qu'on a une discussion hier, toi et moi, sur les réseaux sociaux, etc. Tous les réseaux sociaux, tout ce qu'on utilise au quotidien, nous renforce dans ces biais en général. Nous font réagir, les biais de confirmation, etc., etc. Donc, on n'est pas aidé, j'ai envie de dire, par notre écosystème actuel. Ça me paraît d'autant plus salvateur de le faire. Dernière question? Je vous ai plombé l'ambiance, j'ai l'impression. Est-ce qu'il y en a... Est-ce que, juste avant que tu poses la question, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont l'impression que ça pourrait les aider à lever certains blocages Ah, cool. 50% au moins, je pense, un truc comme ça. C'est bien, cool. Bon, je suis pas venu pour rien. Ouais. Moi, alors, deux petites questions. T'as pas peur de devenir complètement schizo, à te balader comme ça dans tes étages émotionnels, changer de personnalité pour t'adapter à autrui? Bon, ça c'est une petite remarque comme ça. Et sinon, autre chose, j'ai vraiment l'impression que là, c'est toi qui fais l'effort de t'adapter aux autres. Mais au-delà de ça, si tu es tout seul à faire l'effort, il n'y a pas moyen d'aider les autres à essayer de sortir aussi de leur ancrage et à essayer de s'adapter, à mettre de l'eau dans leur vin, etc. Parce que c'est bien de le faire soi, mais c'est bien si tout le monde pouvait le faire. Alors, le faire soi d'abord, c'est bien parce que ça permet de te sauver toi-même de situations et d'agir sur un truc sur lequel tu as des leviers. Sur les autres, j'ai pas de levier. Enfin, je peux essayer d'en avoir, mais en général, c'est plus dur. Sur moi, déjà, je peux travailler. Donc, c'était très pragmatique, etc. Par contre, c'est vrai que c'est une source de frustration de ma part. J'ai un très bon ami qui est, lui, un promoteur pur jus. Et donc, dans le promoteur pur jus, il y a beaucoup de petits pics qui sont lancés. C'est comme des mises au défi. Et donc, en gros, quand je lui dis quelque chose, souvent, je ressens presque directement des petits pics, tu vois, de l'ironie ou de l'agressivité, ce que je prends pour de l'agressivité. Le fait d'avoir pris conscience de ça, le fait d'être maintenant capable de lui expliquer. Alors, lui, il pense que le modèle, il s'applique pas, que lui, il est exceptionnel et que, en gros, ça s'applique pas à lui, le modèle. Mais je pense que petit à petit, à force d'avoir des discussions avec lui, il est en train de changer. Mais ça prend du temps. Mais en tout cas, ça me permet, moi, quand il me fait ça, ça s'appelle du soi fort. C'est un driver soi fort. Il m'envoie des petits soi fort. C'est... je lui dis, il faut qu'on fasse ça pour demain, j'ai peut-être pas le temps. Arrête, c'est rien du tout. Tu peux le faire en 3 minutes, tu vas pas pleurer. Tu vois ces petits trucs. Et moi, avec mon fond empathique, c'est un truc que je prends
très très vite et très très mal. Et donc j'avais le sentiment d'être toujours celui qui faisait l'effort par rapport à l'autre. Mais maintenant, le fait de pouvoir lui dire, on dit, hey, oh, tes petits sois forts là, tu te les gardes. Maintenant, quand on a eu ces discussions, qu'il sait ce que ça veut dire, etc., ça permet, mais moi, ça me détend. Lui, ça le fait marrer. Ça nous fait marrer et machin. Donc c'est... Voilà. Mais par contre, oui, c'est dur. Mais sur toi, tu as des leviers, donc autant déjà commencer par soi et puis on verra avec les autres, quoi. Ça répond à ta question ? La première, c'était quoi le schizo, le côté schizo. Non, parce qu'en fait, je sais très bien que moi, mon dernier étage, c'est Travailloman. Je sais, donc mon manager anglais, là. C'est pour ça que c'était un peu compliqué. Je sais très bien que que je suis pas comme ça en majorité, quoi. Donc non. Par contre, c'est un effort. C'est un effort, mais si tu le prends comme un jeu, ça peut être intéressant. Moi, je sais qu'il y a plein de situations de stress au boulot, de mécommunication dans certaines équipes quand j'arrive sur un projet et que je connais pas encore. Je me dis pas, oh putain, c'est quoi ce bordel, dans quelle ambiance je vais travailler. Je me dis, ah, ça va être un jeu intéressant. Il y a un truc à dénouer, il y a un truc, est-ce que je vais y arriver ou pas, je sais pas. Mais voilà, donc c'est un peu ludique. Voilà. Mais il ne me reste plus qu'à vous remercier et laisser la place à la suite. Merci encore et bonne fin de conf.